Ok, c'est parti. Coucou les gros bidous, bienvenue, c'est la vidéo de bilan du mois, en l'occurrence le mois d'avril. Je vais commencer par un grand dicton. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Autrement dit, au mois d'avril, on a les giboulées de Mars. Et donc, la lumière tout au long de la vidéo va être un peu bizarre. Je suis soit surexposée, soit dans l'obscurité totale. Et on va commencer avec ce pourquoi la plupart d'entre vous êtes là, c'est la question des jeux que j'ai utilisés lors du mois qui vient de s'écouler. Je tourne cette vidéo, on doit être le 22 ou le 23. On ne dit pas qu'on est déjà le 24. Le 24. Et en fait, je me suis un peu décalée dans mes vidéos de bilan du mois et je les ai toujours filmées autour du 20. Donc voilà, en fait, c'est pas vraiment le mois d'avril. Avril, c'est plutôt du 20 mars au 20 avril. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fait avec les énergies du moment, et pour moi, les énergies, finalement, sont pas tout à fait calquées sur le mois calendrier. Limite un peu plus sur les saisons zodiacales, donc on va un peu faire le bilan de la saison du Bélier. Mes jeux, pourtant, de la saison zodiacale qui vient de s'écouler n'ont pas grand-chose de spécifiquement Bélier. C'est pas trop ma vibe, le Bélier. Mais par contre, ça a été fortement influencé par les choses assez lourdes qui ont émergé de la saison des éclipses. Donc, en fait, on fait le bilan depuis la vidéo jeu que j'anticipe pour le printemps. Et donc là, pour cette première partie du printemps, vous allez aussi voir ce qui s'est imposé dans ma collection. En tout cas, j'ai constaté que sur les deux grosses vidéos de jeux que j'ai fait sur cette période, ça m'a vraiment permis de faire du tri. Et ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai mis en évidence a atterri davantage dans ma collection, mais ça m'a permis de me dire, oh tiens, finalement, j'ai envie de travailler avec ça, que j'avais pas vraiment anticipé, ou de me dire, allez, je vais faire un effort un peu conscient vers ce jeu-là, ou bien juste au niveau intuitif de me dire, oh waouh, crampe. J'ai des spasmes musculaires et des grosses tensions au niveau de la cage thoracique, du diaphragme. Là, c'est mon soutif peut-être qui m'a fait mal. Pourquoi je mets un soutif? Je ne devrais pas mettre un soutif quand j'ai ce genre de douleur. La région du cintre, là derrière, mais je pense qu'elle est tendue parce que je suis tendue devant. C'est pas grave, c'est normal. C'est le CED. Et donc c'est marrant parce qu'à la fois et cette vidéo sur les jeux de printemps et la vidéo d'il y a, je sais pas, une dizaine de jours sur les jeux végétaux, en fait ça m'a vraiment permis de revoir mon rapport avec ma collection, avec certains jeux. Mais d'un autre côté, quand je fais des vidéos sur les jeux que j'anticipe en ce début de printemps, alors que ça fait certainement déjà quelques semaines que je suis dans ma pratique du printemps, en vrai la plupart du temps ce que vous voyez dans mes vidéos au final de bilan du mois, c'est que ma pratique elle est vraiment très intuitive, mais intuitif n'est pas vraiment le bon mot, mais elle est enracinée dans les énergies du moment, les interactions du moment, les appels du moment. Et donc, en fait, j'ai beau faire genre, j'anticipe de travailler avec tel ou tel jeu, ou c'est ça qui correspond avec là où je me sens maintenant. Puis une semaine après, ou dans ce cas-ci, la saison des éclipses ou quoi, bah, ça vient vraiment bousculer les dynamiques. Et en fait, je me retrouve à privilégier des jeux que j'avais pas du tout anticipé, donc c'est assez rigolo pour moi en fait de faire ce genre de vidéo là parce qu'au final ça correspond pas tant que ça à ma pratique, mais le fait de pouvoir après faire des bilans progressifs, ça vous permet aussi de voir comment je navigue finalement entre toutes ces choses. Mais assez de blabla, on y va, on va regarder les jeux. Quand j'ai fait ma vidéo des jeux de printemps, je venais de recevoir le Liberation Tarot. C'est devenu mon tarot de référence sur toute cette période, celui que j'utilise le plus. Et comme vous savez, moi je tire les cartes tous les jours. J'ai plutôt une pratique de tirage quotidien, j'ai moins une pratique de gros tirage sur des thématiques précises, etc. Le truc qui peut être assez angoissant, en fait, j'ai vraiment une pratique d'enracinement avec le tarot dans ma journée, d'accueillir ce qui est là, d'inviter à un certain type d'état d'esprit ou de collaboration ou de ce genre de choses. Et donc voilà, donc en fait ce tarot qui a il chante une chanson assez animiste et voilà. La saison des giboulées, je vais rouvrir le volet. Très animiste comme vibe, parfois j'ai dit éco-féministe ou éco-queer pour parler de lui, mais je pense que cette façon de mettre l'accent, on voit ici avec cette carte, et c'est un peu constant, sur le culte aux ancêtres, la relation aux ancêtres, la relation au territoire, l'engagement militant, et les communautés, et les écosystèmes. Et oui, le fait d'être résolument queer et non-binaire, etc., en fait c'est quelque chose qui me dit qu'il correspond bien à ma vision du monde, qui est de plus en plus résolument animiste, je pense. Et donc il m'aide aussi, en fait, en quelque sorte, à cultiver ça. Parce que je pense qu'il faut cultiver cet animisme dans un monde qui nous invite à nous dissocier
certaines parties de nous-mêmes. Et surtout nous dissocier de tous ces écosystèmes, de tout notre rapport avec le territoire, avec les enjeux écologiques, etc. Et avec le fait que donc, l'animisme, c'est quand même le principe, la base, c'est de considérer que tout est animé. Et donc tout a une voix et que donc c'est vraiment quelque chose qui est aussi anarchiste dans le sens vraiment anti-hiérarchie. Et donc c'est constamment, je pense, remettre le vivant et l'animation au centre de tout ce qu'on fait, alors que nos sociétés sont construites à l'encontre de ça. Et donc voilà, ça demande un effort. J'ai déjà entendu des gens qui disaient il n'y a pas de pratique animiste. Mais en fait, non, c'est une vision du monde, ok, mais notre pratique, elle doit résolument nous rappeler ça, parce que tout est fait pour nous dissocier. Tout est on est forcément dans des idéologies de la hiérarchie, de la domination, de la séparation, qui prennent énormément de place et qui pèsent, évidemment, parce que du coup, c'est de l'oppression. Et donc, pouvoir se dire, en fait, l'animisme infuse tout ce que je fais, et infuse mes pratiques, parce que je dois remettre cette vision du monde au centre, et que je ne dois pas l'oublier, alors que ça peut être assez facile, en fait, de se remettre en mode déconnexion, parce qu'en tant qu'humain, c'est comme ça qu'on a survécu. En tant que personne traumatisée, on survit grâce à la dissociation aussi. Et donc, alors que c'est tellement important et guérisseur et que ça nous aide d'être dans une pratique animiste, je pense que c'est aussi quelque chose dont on a à gagner. Nos écosystèmes ont à y gagner, la vie en général a à y gagner, le vivant a à y gagner. Et on fait partie de ça, on fait partie du vivant, on fait partie de la nature, et donc on a à y gagner. Mais il y a un peu de lutte parfois aussi pour mettre ça au centre. C'est Chouglette qui a fait cette carte, et une artiste que j'adore. Et donc je suis trop comblée de voir cette carte-ci. Et je serais du coup, je pense que ce que je viens de dire a beaucoup de sens par rapport à mon utilisation de ce tarot qui est vraiment devenu mon compagnon sur cette période-ci, mais je ne saurais pas forcément vous expliquer davantage pourquoi, parce qu'après c'est quelque chose, moi je suis pas une enseignante en général, et surtout pas dans ce domaine-là. Ok, le Liberation Tarot, kiff, kiff, kiff. Je sais pas si je vous ai vraiment expliqué pourquoi, mais voilà. J'ai sorti, parce que c'est important, la carte avec les photos de notre mariage derrière. Parce qu'en fait, nos 5 ans de mariage, moi je croyais jamais, je suis vraiment pas quelqu'un qui croit au mariage dans le sens institution et tout, justement, hein. Ça correspond pas du tout à qui je suis, et en même temps, ça a eu du sens pour nous. Le mariage il y a 5 ans, et le fait que dans quelques jours c'est notre anniversaire de mariage pour Beltane, je sais pas, mais je me sens un peu émue, je me sens un peu cucu, j'ai mis ça derrière, mais du coup c'est pas joli pour le cadre, je vais mettre ça ailleurs. On n'a jamais fêté notre anniversaire de mariage, c'est un truc d'hétéro ce truc, en tout cas c'est pas un truc pour nous, mais en vrai, là 5 ans, je me dis waouh, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, ça fait 5 ans qu'on est mariés, et je me sens très cucu, monogame, chiante, comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Je suis aussi quelqu'un de terriblement boring parfois. Je vous explique ce que j'ai fait. J'ai pris mon gros agenda qui en fait est vraiment mon journal du quotidien, où je répertorie notamment tous mes tirages de tarot. J'ai déjà des vidéos sur le sujet. Du coup, j'ai regardé ces dernières semaines et noté les jeux que j'utilisais, le type de tirage que je faisais. Mais je n'ai pas non plus envie de faire une vidéo qui va être linéaire et qui va suivre l'évolution. Donc je vais essayer de garder une vue sur ce dont je vous parle ou pas. Assez peu de temps après avoir fait justement cette vidéo de bilan du mois précédent, je suis partie à la campagne, passer un peu de temps chez ma mère et tout ça. Ce qui va forcément aussi faire que c'est une bulle de quand même une dizaine de jours, c'est quand même pas mal sur un mois, où ma pratique a peut-être été un peu affectée ou changée, ou elle s'est adaptée au lieu, quoi, forcément. Et aussi, ça s'est adapté au fait que là, on était vraiment dans le cœur de la saison des éclipses. Et ça a été genre... les révélations et tout, c'était genre waouh. Anyway, quels sont les jeux qui sont venus à la surface à ce moment-là? Donc le Liberation est vraiment le constant. En fait, ce qui a aussi émergé à ce moment-là, c'est le rapport aux ancêtres, forcément. Le lieu étant aussi un ancêtre en partie. Et donc dans ces cas-là... et les ancêtres étant liés au lieu, hein, comme vous savez, je le dis à chaque fois, milieu plutôt agricole, beaucoup de lieux qui ont une histoire aussi par rapport à des générations passées. Le Théa Tarot, c'est donc un tarot qui est lui-même un ancêtre parce que c'est un tarot lesbien et féministe, dont cette édition date de 84. Il est important dans nos généalogies de tarot féministes, queer, LGBT en tout cas.
Et moi, je l'utilise beaucoup par rapport à mes ancêtres queer, hein, pour utiliser un mot de façon complètement anachronique, mais dans le sens les originaux, les différents, oui, les personnes LGBT, mais aussi les déviants du genre, les déviants de la santé mentale, les déviants, genre les féministes, les invaincus, les indomptables, les ingouvernables, les indisciplinables, et parfois aussi les autres. Pour cette raison, le tarot de Théa est venu aussi, et c'est pas un tarot que je sors tout le temps, mais quand je sors tout le temps, parce que ces thématiques-là sont plus en avant, il fonctionne vraiment extraordinairement bien. Je l'utilise assez peu pour des tirages purement personnels, genre mes tirages du jour et tout ces dernières années, c'est pas du tout ça. Mais je l'ai utilisé là-bas, pour certains tirages, mais donc vraiment spécifiques. Thème. Pas juste ancêtre, mais transgénérationnel, intergénérationnel. Même quand je dois voir certains membres de ma famille qui sont d'une génération au-dessus, j'aime bien le tirer avant comme, comme inspiration pour gérer, par exemple, des désaccords que je peux avoir avec ma mère ou des choses comme ça. Donc voilà, je vais chercher un peu dans cette sagesse ancestrale de quoi me recentrer, me réenraciner à travers ce tarot-là, et aussi de retour chez moi par rapport à certains lieux, et on va voir. J'ai vraiment une team de tarot avec, qui fonctionne bien avec le territoire. Lui, il y a un endroit en particulier où l'esprit du lieu, qui dans ce cas-là est plutôt... un peu aussi une divinité du lieu, enfin, une version de Notre-Dame, mais avec des lieux qui prédataient, avec des cultes à ces lieux qui prédatent le capitalisme, je ne sais pas le christianisme, hein, les liens sont quand même importants. Je ne sais pas si je fais sens à ce moment-là, mais donc là aussi, dans ce contexte-là, c'est aussi un tarot que je suis allée, je ne me trompe pas, justice, que je suis allée chercher. C'est pas que je vais faire des tirages là tous les jours, mais du coup, quand on fait des tirages à cet endroit-là, que je demande un message à la Notre-Dame du lieu, notamment, par exemple, c'est plutôt des énergies qui vont rester, des cartes avec lesquelles je vais travailler un certain temps. Donc, voilà. Très important. Mon ami, le Théa Tarot, mon indémodable, avec des cartes qui sont, pour certaines, vraiment, qui changent fort du système du Rider-Waite-Smith, que j'aime bien. Donc là, on a la tour Maison Dieu, enfant de bâton, donc la page, bon, ça c'est peut-être que voilà, Rebirth, c'est comme ça qu'a été renommé le jugement. Et puis voilà, un côté esthétique lesbienne qui me plaît bien, pas très femme quoi, pas très, très lesbienne féministe des années 80. Si vous savez de quoi je parle, vous savez de quoi je parle. Okay. On va passer à un autre tarot pour l'instant, on va continuer, question du lieu, donc je vous en ai déjà parlé. Je vais mettre cette carte à côté parce que je vais vous montrer un exemple après des combinaisons. Oh, la qualité des cartes de ce Rosebud Tarot. Qu'est pitié, mais qu'est pitié, mais qu'est pitié. Elles sont toutes... elles sont arrivées hein, déjà pas très droites, mais alors du coup, si vous les mélangez en mode riffle shuffle, là, je sais pas comment on dit en français, ça les arrange pas. Hein. C'est le Rosebud Tarot. J'en ai parlé dans toutes les dernières vidéos de bilan des tarots que j'utilisais parce que... c'est un énorme coup de cœur, je ne m'attendais pas, j'ai juste eu l'occasion de l'avoir pas trop cher parce que je savais hein, que la qualité du mass market n'était pas terrible et donc ça n'aurait pas valu un prix extraordinaire non plus. Et c'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup et encore une fois je l'utilise assez peu pour des tirages purement personnels, mais évidemment que je ne me pense pas comme un être voilà, purement personnel, un individu imperméable et que je me pense dans ma porosité. Donc est-ce que je fais réellement à certains moments des tirages purement personnels? Non, c'est un peu fictif là, je suis en train de penser des catégories pour pouvoir mieux expliquer, schématiser mes pratiques, mais en fait ça ne correspond pas tellement à mes usages et pratiques du tarot. Mais dans ce cas-là, je l'utilise aussi davantage par rapport au territoire. Je vous avais dit qu'il répondait très très bien aussi par rapport à un lieu en particulier. Et ça se confirme, c'est un gros coup de cœur. Je crois que je vous en parle aussi dans certaines de mes vidéos du mois. Hein. Il y a eu des vidéos de tirage. Et donc, vous avez pu, à travers ces vidéos, voir aussi comment ça se concrétisait finalement
C'est les relations dont je parlais avec ces jeux. Donc voilà, je vous invite vraiment à voir ces vidéos. Pour moi, elles sont vraiment bien. Il y en a une des deux, une vidéo de tirage du mois, où j'ai fait une retranscription des idées les plus importantes et c'est sur le blog. Ce qui du coup va être dans un format qui peut être un peu plus digeste à suivre. Gros coup de cœur ce Rosebud, mais donc je ne l'utilise pas tout le temps. Mais quand je l'utilise, c'est wow. Je vais bientôt faire une pause. Et pour ma concentration, et pour parce que j'ai plus de place sur le téléphone. Donc on va continuer comme ça pour l'instant. C'est celui-ci, le Turning Terrestrial Tides Tarot. Du coup, voilà. Pour une fois, vous pouvez bien le voir parce que j'ai mis ma caméra dans ce sens-ci. C'est vraiment imposé depuis son arrivée, il n'y a pas si longtemps, comme un tarot. Ah oui, d'ailleurs j'en profite pour dire que j'ai pas de nouveau tarot dans ma collection. Voilà, la Drache. Non, dit Josishi, moi. Il pleut, mais de ouf, à Daku, je vous avais dit, hein, soleil, pluie, on va passer par tous les états. Alors on attend la graine. Oui, il pleuvait déjà avant, mais maintenant c'est la Drache nationale. Je suis obligée de vous parler belge parce que c'est comme ça. Ok, donc, j'ai pas de nouveau tarot, je crois, ce mois-ci. C'est un peu la dèche, surtout. Mais ça, c'était un gros coup de cœur de l'année. Donc, je l'utilise principalement, parfois, carte principale dans mes tirages, mais comme vous avez pu voir, donc, dans mes tirages, dans mes vidéos de tirage tout au long du mois, c'est surtout un jeu que j'utilise dans mes tirages quotidiens pour la dimension plutôt créative, l'orientation de mes vidéos si je vais faire des vidéos, et puis oui, un conseil créatif. C'est pas forcément lui que je vais sortir pour ça, parfois mes cartes du jour me suffisent, parfois j'ai pas une position particulière créativité dans mes tirages, mais quand j'en ai, c'est vrai que celui-ci va être vraiment le compagnon idéal. Et je sors les cartes que j'ai là sur le côté, ici. Je suis très satisfaite de ce tarot et j'aime bien le fait que ce ne soit pas un tarot généraliste, contrairement à celui-là qui, pour moi, hein, par rapport à qui je suis, est absolument un tarot généraliste, le Liberation, même maison d'édition. Dans les tarots plutôt généraliste que j'ai sorti de temps en temps, mais que ça fonctionne toujours bien. On a ici le Rainbow Tarot, grand classique. C'est vrai que je l'avais peut-être un petit peu moins utilisé cet hiver et qu'il reste toujours près de moi, un bon compagnon en cette saison-ci. C'est pas que je l'utilise toutes les semaines, mais je peux toujours compter sur lui, donc j'aime toujours bien l'avoir à proximité. Le fameux et très aimé, j'ai toutes les figures qui sont rassemblées là. Le Rainbow Tarot. Voilà, on arrive à la fin des cartes que j'ai mis à l'endroit au sommet du tas pour être sûr de ne pas toujours vous montrer des cartes à l'envers. Et alors, le tarot ultraviolette, c'était un des gros coups de cœur du début d'année. J'ai appris à fonctionner avec lui, alors que ce n'est pas toujours forcément évident pour moi de lire certaines des cartes. Donc, c'est très chouette. Sa perspective écoféministe, je l'aime beaucoup et je l'aime aussi énormément pour tout ce qui est tirage autour de mes promenades. Et donc, encore une fois, je peux passer une semaine sans l'utiliser, mais ça reste un des grands classiques qui va pas mal m'accompagner. Je me rends compte que je vais un peu vite pour passer les cartes aujourd'hui. Donc voilà, les grands classiques sont ici. Même chose, mais aussi fort ancré balade, le Witch's Wisdom, qui, peut-être je l'ai consciemment un peu plus ressorti parce que j'allais à la campagne. Le Witch's Wisdom, ou le tarot La Sagesse des Sorcières dans sa version en français. Je sais pas, j'en parle super souvent, et là je suis un peu fatiguée, donc je me contente de vous le montrer. Toujours un sérieux compagnon. Je l'utilise finalement parce que c'est un tarot un peu déstructuré que beaucoup de gens utilisent en oracle. C'est vrai que je connais quand même à la longue pas mal des mots-clés qui vont avec les cartes. Et là, pas maintenant tout de suite parce que je suis fatiguée, mais dans l'absolu. Et sinon, je sors quand même souvent le livret, ne serait-ce que pour ça. Il y a différentes façons d'utiliser un jeu comme celui-là. Bon, pour les figures, il n'y a pas de mots-clés, c'est un mauvais exemple. Voilà, ici vous voyez l'hypothèse. Consequences. Ça va quand même assez bien m'aider d'avoir les mots-clés en plus. Et... non, je ne l'utilise pas comme un oracle. Pour moi, il est vraiment devenu un tarot dans ma pratique. Mais c'est un tarot, comme beaucoup d'autres tarots, qui a un système qui lui est propre et je l'utilise en tant que tel. On va enlever mes petits autocollants. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus parce que je vous dis tout le temps, mais je vais à un moment faire une vidéo, je vais déposer mon livre ici, qui lui est consacrée entièrement, et puis ça ne vient pas. Mais j'aimerais bien le faire. En tout cas, là, je n'ai pas forcément les cuillères
pour vous en parler beaucoup plus, mais ça reste un de mes compagnons. Et on voit bien, hein, je crois qu'on le voit. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le voyez, que tous ces tarots qui sont très éco, terre, centrés sur la terre, centrés sur les questions nature, éco, les questions du vivant, l'animisme, le paganisme, ou le côté sorcière pour le coup dans celui-ci, sont vraiment les tarots qui prennent... Et puis pour moi, tout ça est mélangé de toute façon. Donc, ils prennent le dessus dans ma collection et dans mon usage, dans mes usages avec mes jeux de tarot. Donc, je vais réussir à faire une phrase ou pas. Là, je vous montre juste un truc dans le genre parfois. Comme moi, j'utilise quand même beaucoup de tarot en combinaison dans mes tirages quotidiens. C'est comme ça que j'ai principalement. Donc, il y a quelques jours, par exemple, j'avais tiré celui-ci, je pense comme invitation centrale de la journée, c'est les Herbcrafters. Et puis par rapport à une autre question, pour la journée aussi, j'avais tiré cette carte-ci dans le Rosebud. Et puis celle-ci dans le Witch's Wisdom, dans le tarot de la sagesse des sorcières. Alors c'est rigolo, est-ce que vous voyez, vous avez vu ces différents jeux, vous voyez bien que cette esthétique, et le ciel étoilé au fond et tout, c'est pas forcément quelque chose qui revient à chaque fois dans le jeu, mais c'est vraiment ce genre de synchronicité. Le renard, il est que sur les cartes certaines cartes de figures d'air, je pense, dans ce jeu-ci. Là, ok, il revient dans toute l'arcane majeure, et il y a une carte d'arcane mineure où il est. Mais le fait, et alors, je sais pas, les tenues et tout, le fait de tirer ces 3 cartes ensemble, c'est le genre de moment où tu sais qu'en fait, ça fonctionne, quoi. J'en profite pour vous montrer le Herbcrafters. J'ai travaillé un petit peu à réviser son système, ça m'est toujours utile. Encore une fois, c'est un tarot qui a quand même un système assez particulier. Et du coup, je l'ai sorti, pas énormément, jamais c'est devenu un truc où c'était pour un usage quotidien ni rien, mais il reste sur ma desserte et je le sors de temps à autre avec grand plaisir. C'est pas un incontournable de ma collection et en même temps, je suis vraiment contente de l'avoir et de pouvoir travailler avec lui de temps à autre. Je vais vous montrer le Dirt Gems ici parce que ça, c'est aussi un oracle que j'utilise beaucoup, un peu tout le temps, mais pas vraiment dans mes tirages quotidiens. Parce que comme je l'ai redit dans ma vidéo sur les tarots végétaux, il est assez bien pour des leçons à intégrer ou des conseils ou des alliés, des compagnons, des espèces végétales compagnes qu'on peut... on peut porter les messages sur le plus long terme, donc il peut m'accompagner sur plutôt la semaine ou sur le cycle prémenstruel, enfin sur la période prémenstruelle de mon cycle menstruel. Donc sur le mois, probablement que j'ai tiré 3-4 cartes avec lui, mais qui m'ont pas mal accompagnée, donc ça reste quand même assez important dans ma pratique à cette saison-ci. La vidéo que j'ai faite sur les tarots végétaux m'a donné envie de ressortir le tarot des déesses de la nuit, ou en anglais le Intuitive Night Goddess. Parce que je l'avais acheté comme cadeau de Noël pour moi-même et j'avais pas eu l'occasion d'utiliser énormément depuis lors. Je me souviens pas si je vous avais dit. En fait, je l'avais acheté en hiver alors qu'il était sur ma wishlist depuis longtemps. Alors j'avais des réticences et des choses qui m'intéressaient dessus. Mais j'ai vu Dawn Michel qui disait « Je sais que c'est censé être les étoiles derrière, mais ça me fait penser à de la neige et donc c'est un jeu hivernal pour moi. » C'est pour cette raison que je m'étais dit « Tiens, oui, c'est une bonne idée, je vais profiter de l'hiver pour essayer ce jeu. » En fait, ça n'avait pas accroché plus que ça à ce moment-là. Mais là, en cette période de giboulée, avec ces fleurs qui me donnent quand même un côté très printemps, mais le fait qu'on est dans une période où on a pas mal de giboulée, je me suis dit, tiens, ça me fait penser au grêlon finalement. Puis la nuit, c'est très bien avec la saison des éclipses qui s'achève et tout. Et donc, j'ai décidé de les ressortir. Et en faisant cette vidéo, ça m'a permis de prendre conscience que peut-être il y aurait moyen d'utiliser ce jeu avec un oracle que je n'utilise pas beaucoup, et pour cause, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le Botanical Inspiration. Et du coup, pendant la semaine passée, pendant quasiment toute la semaine, je l'ai utilisé dans mes tirages quotidiens avec ces fleurs inspirées de planches anciennes et avec des messages inspirés du langage des fleurs, mais aussi, je sais pas, pour certains vraiment, honnêtement, je sais pas d'autres mots, très problématiques, en mode véhiculer des pensées un peu à la victorienne, comme si, sans les remettre en contexte, ou bien pire, c'est revendiquer certains trucs. Ah, ça, c'est associé à la découverte du nouveau monde, de blablabla. Alors, ça me fait penser à la conquête, gna gna gna. Et alors, ils n'ont aucun problème à mettre le mot-clé conquête comme ça, comme si c'était une bonne chose, quoi, la colonisation. Mais franchement, hallucinant. Hein. C'est vraiment, je sais pas un jeu que je recommande, mais puisqu'il est dans ma collection,
et que j'ai viré certaines cartes qui me parlaient moins. Oula, elle est abîmée celle-là. Je l'utilise avec un côté quand même un peu plus intuitif, même si je vais honnêtement voir ce qui est noté dans le bouquin, puis après je fais... Voilà, le lys, majesté et vertu, alors on connaît hein, l'association du lys à la vertu, mais voilà, moi, vice-vertu, c'est pas des termes que j'utilise comme ça, sans insister sur leur contexte chrétien, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a des belles résonances entre les fleurs ici, et en même temps aussi, ça me permet de ramener des précisions par rapport aux cartes, au domaine d'action des cartes qui peuvent être vraiment pas mal, vraiment assez intéressant finalement. Bah ouais, je n'étais pas du tout mécontente de ces associations. Je les ai utilisées en mode invitation du jour, mais aussi ça m'a permis de me sortir un truc du genre, effectivement, carte du jour, domaine d'application par exemple. Voilà, ça va, c'est pas si mal finalement, comme ce que ça donne. Et puis après, comme c'est un jeu qui est quand même très Wade Smith classique, j'ai aussi pu faire des choses dans le mode invitation ou point focal, et à côté le do's and don'ts. Donc c'est les choses à inviter ou les choses à privilégier dans la journée et les choses à éviter. Donc d'avoir comme ça des tirages en 3 ou 4 cartes, et j'ai foutu mes cartes n'importe comment, tout va bien. Voilà, en fait ça a assez bien fonctionné, et je ne dis pas que c'est une combinaison que je vais utiliser tout le temps, mais ça m'a fait dire qu'en fait parfois ça valait le coup d'aller se plonger dans sa collection d'oracles que j'utilise moins. Mais je le dis vraiment, comme je précise très honnêtement, comme j'ai déjà précisé c'était quoi mes réticences que j'avais sur le côté New Age de ce jeu-ci dans la review, et je remettrai les liens si ça vous intéresse, mais que cet oracle ici, vraiment sur ses accents coloniaux, le fait de pas est un peu sexiste hein, quand même sur ces questions de pureté, etc. Enfin, puis encore une fois, c'est aussi très... voilà. Il y a vraiment plein de choses qui vont pas dans cette oracle. C'est vraiment pas une recommandation de ma part. Je pense que quand même, je me dois d'insister là-dessus. Et là, ici, j'ai eu envie de ressortir aussi le Hollow Valley Tarot et le Wild Alchemy, Plant machin, qui n'est pas vraiment un oracle, et du coup ça manque un peu de mots-clés. J'aime quand même bien son côté comme ça, son côté alchimie et préparation de potions et autres remèdes, et j'ai trouvé que c'était pas mal. Ce sera peut-être quelque chose que je vais poursuivre. Et j'avais vu dans la vidéo, j'ai découvert grâce à la vidéo de Musings by Massa sur ces jeux de plantes et herbes médicinales, etc., qui a un jeu très très similaire qui par contre a des mots-clés. Il a l'air vraiment sympa. C'est peut-être quelque chose que je vais essayer. Enfin, il était à 10 €, il était en promo là sur Amazon.nl. Donc si j'ai envie de faire péter ma carte Visa, on sait où on va me retrouver et quel genre de commande je vais passer. De toute façon, j'adore ce genre de choses qui permet de tester des choses avec les plantes et d'en apprendre un peu plus aussi à leur sujet. Est-ce que c'est une association qui va se confirmer ou pas? Je ne sais pas, mais on arrive dans une partie de l'année où c'est vrai que j'ai tendance à sortir assez facilement mon Hollow Valley, donc affaire à suivre. Des poils de chat partout. Tant que je suis là, j'en profite pour dire que j'ai aussi été chercher dans la collection de Rose, parce que voilà, dans ce stade il était là, le tarot de la dévotion par le page novembre, qui est un oracle qui je pense est épuisé à ce stade. Là c'est la 2e édition. J'avais la première mais je l'ai vendue, et pour qu'on garde juste cette version-ci pour le couple. Donc je l'ai sortie pour les questions territoire, déité ou esprits locaux, etc. Et donc je vais tester, j'ai fait un tirage avec, je vais attendre de voir où ça mène. Peut-être qu'avec ces mots-clés, il sera aussi bien en combinaison avec le tarot, je ne sais pas encore avec lequel. Je n'ai qu'une chose à dire, affaire à suivre. Je suis originale hein, comme meuf. Non, je peux aussi dire que c'est un oracle que j'adore, que j'ai beaucoup utilisé à certains moments dans des pratiques dévotionnelles précises. Pratiques dévotionnelles qui après n'ont plus fait partie de mes pratiques. Et donc du coup il s'est mis un peu en arrière-plan, mais ça reste un tarot / oracle que j'adore, qui a vraiment une place spéciale dans mon cœur. Et j'ai l'impression, oh ouais, quand je vois ces cartes, waouh, ça c'est les cartes bonus de la 2e édition. Le mur de la ville. Alors, c'était les journées du patrimoine flamand ce week-end, et je me suis encore un peu plongée dans certaines choses par rapport au lieu. Oh là là, mais pourquoi je ne l'ai pas sorti plus tôt? J'étais pas chaude. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose. Allez, j'en profite, je fais une parenthèse. Un truc qui a changé
C'est par rapport à mes convictions, mes croyances, mes pratiques dans le domaine plutôt polythéiste, animiste, païenne, etc. Bon, déjà, j'ai connu quand même une belle crise de foi, ce qui n'est pas vraiment un problème, mais surtout par rapport à tout ce qu'il y a eu vraiment d'horrible dans les communautés sorcières, tarot, etc. en ligne, où j'étais passablement dégoûtée quand vraiment ça m'a déconnectée en grande partie des pratiques et des liens que je pouvais avoir avec l'invisible en fait. Donc ça a pris aussi du temps à revenir à quelque chose qui avait plus de sens pour moi. C'est pas forcément un truc qui a été une crise dans le sens oh c'est horrible. Ça a aussi été discuté avec les guides, avec les bon voilà, tout ce domaine de l'invisible. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, mais je constate que ici, par rapport à où je suis à l'heure actuelle dans ma vie, mais aussi où je me trouve physiquement, où je me suis réenracinée, finalement après quelques mois, je pense que je peux dire que mes racines ont bien poussé ici. Il y a quelque chose qui a changé dans le sens où Hécaté, par exemple, c'est une déesse qui fait toujours partie du paysage, mais que ça commence à plus avoir de sens pour moi, d'essayer de relationner dans une optique dévotionnelle ou quoi, avec des déités qui ne sont pas forcément non plus enracinées dans le territoire, dans le lieu, mais que par contre, au niveau du lieu, il y a des choses qui changent, il y a de l'adaptation. Il y a vraiment quelque chose qui s'est reformé et voilà, j'en parle ici au milieu de la vidéo, un truc un peu perdu. Et je ne suis pas sûre que j'en parlerai comme un sujet plein à travers mes vidéos ni rien. Mais ouais, ça bouge beaucoup et ça bouge autour du lieu, quoi. Ça s'est reconfiguré de cette manière-là. Moi, je pense vraiment qu'il est épuisé, qu'il n'y avait pas de plan d'en refaire une édition. J'ai une vidéo de review qui date déjà, mais qui existe, parce que c'était vraiment un de mes chouchous à une période. Mais bon, comme moi, par exemple, j'ai revendu un de mes 2 jeux, donc il y a toujours moyen d'en trouver peut-être de seconde main. C'est un jeu extraordinaire. Ok, j'ai dû me déplacer dans la pièce de Rose pour la suite et je m'excuse. J'essaie de parler plus fort pour que mon téléphone me capte bien moi et pas les bruits dehors. Mais de ce côté-ci, la sonorisation est beaucoup moins bonne et la rue est juste en dessous. Et puis, il fait aussi 14 degrés. Je vais continuer à vous parler de mes combinaisons tarot et oracle. C'est rigolo parce que je me rappelle, je pense que c'était la vidéo de février où j'étais en mode je tâtonne encore, je pense qu'avec le vaisselle oracle ça va, mais c'est pas tout à fait ça, j'ai du mal à me retrouver dans mes oracles. Je pense que pour l'instant, ce dont j'ai besoin, finalement, c'est pas les oracles où j'adore me plonger dans les bouquins et tout ça, c'est vraiment ceux où il y a un mot-clé, c'est efficace, c'est direct aussi. Les clés du destin, l'oracle d'Adjeribi, ça va aussi bien recentrer là-dessus. Et je crois que j'essaie un peu après de forcer, si vous vous souvenez, le bilan du mois dernier. Et là, c'était un peu plus compliqué. J'avais tendance à faire des trop gros tirages. J'étais inspirée par ce que je voyais chez d'autres lectrices de tarot qui avaient des super combinaisons, des pairings de tarot et d'oracle et tout. En fait, à force de vouloir suivre cette dynamique en me disant si ça marche pour elle, ça va marcher pour moi aussi, je m'étais quand même un peu perdue. Et sans forcer, du coup, ce mois-ci, il y a des choses qui sont mises en place qui fonctionnent beaucoup mieux pour moi. En fait, j'ai switché d'une pratique qui était un peu plus ce que j'aime toujours bien quand arrive le printemps, des tirages de la semaine qui vont m'aider à me focaliser dans mon travail, entre guillemets, dans mes envies artistiques pour le blog, pour les vidéos, pour les promenades et tout ça. Et je suis plus passée sur les phases de la lune. Ça s'est fait un peu intuitivement à la fin du cycle précédent et là du pleine nouvelle lune. Enfin, plus précisément au premier croissant, j'ai commencé à avoir des associations de cartes. Et puis, premier croissant, premier quartier, lune gibbeuse, pleine lune. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Donc, à chaque fois, j'ai mis ça en place et ça a été bien. Et j'ai essayé de ne pas être trop ambitieuse, genre point de focalisation, comment mettre ça en œuvre, gna gna gna. Ou à certains moments, ça peut être un peu trop. Et là, c'était plus, c'est dans le background. Je vais le déposer sur mon hôtel, c'est un point de réflexion, mais je me suis moi-même moins mise la pression en mode, il faut que j'essaie de suivre ce tirage. En fait, ça fait trop d'informations et tout. C'est contemplatif.
Parce que je vous ai déjà raconté aussi, je pense que c'est ce qui fonctionne bien pour moi. C'est un point focal, c'est une inspiration, c'est un point de contemplation, ça vient m'accompagner. Mais je suis jamais en fait dans un truc très développement personnel ou gestion de projet, hop hop hop, on y va. Et je suis plus dans un truc... Là, tout de suite, le mot qui me vient, c'est mystique. C'est peut-être pas toujours ce qui va le mieux convenir, mais là, c'est ça. Regardez, Rose va nous faire des pochons à tarot avec ce tissu. Ça va être merveilleux. Okay, je sors tout le monde pour vous montrer un peu. Fin du mois passé, j'étais encore sur mes types de tirage de la semaine, là, à la campagne. Et je trouvais ça quand même vraiment compliqué. J'ai tiré une carte du tarot ultraviolette qui avait vocation à être, qu'est-ce que j'ai noté ? L'invitation / incarnation de la semaine. Et puis j'ai tiré toute une série de cartes d'oracle afin de m'accompagner. Donc on avait le tarot ultraviolette, on avait le Vessel Oracle, hein, un de chaque. J'avais pris aussi le Der James, mais en fait c'est vite trop parce qu'elles sont tellement inspirantes les cartes du Der James. Et puis j'avais enfin pris le Witch's Wisdom, la sagesse des sorcières. Je prends une carte au hasard dans mon tas, juste pour que vous voyez un petit peu aussi ce que ça donne, quel genre d'énergie peut se libérer, se dégager de ce genre de combinaison. Et là, en l'occurrence, alors que c'est des cartes qui vont souvent assez bien ensemble, bon, on sait maintenant que le tarot ultraviolette se marie très très bien avec le Vessel, mais au niveau des autres, bon là ça va encore, on est quand même dans une esthétique qui va bien, mais là on commence à être un peu bordélique. L'esthétique n'est pas le seul critère évidemment pour choisir ce type de tirage, mais parfois ça peut jouer sur le fait que ça devient trop. Souvent, mais pas trop souvent, pas à chaque fois parce que ça peut devenir trop, j'ai essayé de tirer le Living Altar comme point focal. Donc souvent ce que je fais, c'est que je tire une carte du Living Altar et je me dis ok, je veux un thème ou je veux un point de référence. Et puis en fonction de ce que je vais tirer, souvent mais pas tout le temps, je vais poser des questions plus spécifiques pour ce qui va accompagner. Genre, bah ok, je vois bien cette énergie, mais comment l'articuler? Là, pour le coup, par exemple, avec le Living Altar, j'avais tiré une carte et j'ai pris directement dans le livret des phrases qui m'inspiraient. Donc, on a expression, et puis voilà, ici, j'avais tiré, pour le coup, pour cette partie-là du cycle, avec le rainbow, et puis j'avais tiré les clés du destin, l'oracle Dada, et à chaque fois, avec pour position dans le tirage, une question spécifique qui venait du livret de celui-ci, le Living Altar. Alors regardez, là on est dans une combinaison que j'aime vraiment beaucoup. Ça, en tout cas visuellement c'est parlant et je trouve que déjà comme on voit les thématiques qui y répondent, personnellement je trouve en fait que le Living Altar il va bien avec tout ce qui est de l'ordre des tarots féministes et ou queer. Même quand visuellement ça va pas, parce que de toute façon il a une personnalité tellement forte. Et par exemple à un moment du cycle, j'ai tiré lui et le Hollow Valley Tarot. Et la carte est par terre, parce que vous me connaissez. Et alors, on va en tirer une autre, on va voir. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a moyen que ça résonne comme ça d'une façon très spontanée. Déjà, rien que visuellement, on voit qu'il y a une espèce de géométrie qui se crée entre les deux qui est très très agréable. Je sais qu'il peut faire très fouillis et que ça peut être décourageant pour certaines personnes, le Living Altar. Mais c'est vrai que je l'aime bien. Je trouve qu'il va aussi bien avec des tarots un peu simples, au niveau du trait en tout cas, comme le Hollow Valley, avec des tarots qui sont aussi chargés que lui. Moi, j'ai déjà une intuition à l'avance, genre waouh, ça m'apparaît d'un coup, ok, c'est tel jeu que je vais utiliser. Et parfois, c'est en fonction de ce qui vient dans cette carte ici, cette carte centrale. Je ne tire jamais plusieurs cartes avec lui, parce que ça fait vite trop, que je vais décider ce que je tire ensuite. Et si j'ai besoin d'un oracle, ou si un tarot va être utile. J'ai posé une question et j'ai ramené le tarot souveraineux de Emmanuel Fontaine, au moins sur l'effet gravure, linogravure, qui est les techniques, une partie de la technique du Living Altar et la technique utilisée pour celui-ci. On est quand même sur des choses qui vont bien aller. J'ai laissé les deux cartes derrière, juste pour que vous voyez, parce que je pense qu'il y a certaines cartes qui répondent mieux, voilà, au niveau des rouges par exemple, ça va mieux visuellement que celui-ci. Je vais aller piocher ici, mais dans ce cas-là, c'est plutôt ces couleurs-ci qui vont mieux aller avec. Je sais, c'est juste un critère esthétique, et c'est pas le critère le plus important pour faire des associations tarot et oracle. Sauf quand c'est comme ça un truc qu'on va mettre sur l'autel, qu'on va garder comme point de concentration pour la semaine, qui va vraiment nous accompagner. Dans ce cas-là, c'est quand même sympa quand il y a des résonances au niveau des couleurs, au niveau des formes, qui permettent à toutes ces cartes de s'exprimer. Donc, vous le savez, parce que je pense que c'est quelque chose qui se voit souvent dans mes tirages, en tout cas au printemps. J'aime aussi bien utiliser le Living Altar avec celui-ci, le Outgrow Yourself Tarot and Oracle. Vous voyez directement
ce que je peux trouver comme aspect sympathique dans les combinaisons de ce genre de choses. Donc c'est encore un truc que j'ai fait. Donc je vous ai dit, je n'utilise pas toujours celui-là parce que ça peut être un peu lourd. J'ai utilisé un autre truc, mais là je dois vous parler d'un vrai problème que j'ai avec. J'ai utilisé celui-ci, le Celtic Healing Oracle, que j'ai aussi utilisé à quelques occasions dans ce mois-ci. Sauf que j'ai appris il y a quelques jours que la maison d'édition, dont le nom est ici, Destiny Books, ça appartient à Inner Traditions, qui est aussi la maison d'édition. La seule chose que j'ai autre d'eux, je pense, c'est les livres de Sophie Strange, qui s'est séparée d'eux comme maison d'édition parce qu'en fait, ils publient des super horribles racistes suprémacistes blancs. Affreux. Et donc, j'ai découvert ça dans une publication de Sarah Lawless, de Ben Falk, qui est une herboriste assez extraordinaire pour ce genre de prise de parole. Enfin, je ne recommande pas. Vous faites encore bien ce que vous voulez, mais je ne recommande pas ce jeu ni cette maison d'édition, désormais. Et j'ai aussi été chercher qui, au niveau des maisons d'édition, publiait certains des auteurs. Je dis auteurs parce que c'est quand même très majoritairement des hommes, mais des autoristes, qui publient ici des gros pamphlets de merde, là, nationalistes, suprémacistes blancs, etc. Et donc, ça va avoir un lien avec ce que je vais raconter plus tard à propos d'un bouquin qui est publié chez une maison d'édition qui publie un nazi. C'est vraiment un des gros problèmes que j'ai. Notamment, je vous ai montré déjà ici pour l'instant un deck qui est publié par Trey Daniel. Et Trey Daniel publie des autrices transphobes, pour ne mentionner que ça. Je n'ai pas épluché tous les catalogues, mais souvent, c'est comme ici. Ils ont pas mal de petites maisons d'édition dans leur giron. Et donc, parfois, on ne sait pas qu'en fait, en prenant les intuitives, on prend du Trey Daniel. Et en soutenant Trey Daniel, on soutient Dora Muto qui a publié chez eux, par exemple. La transphobe finie qui est particulièrement à la mode en ce moment parce que malheureusement elle fait encore parler d'elle et c'est pas nouveau. Moi je vous demande pas de canceller qui que ce soit, mais je sais que pour moi j'essaie de boycotter à tout prix ce genre de maison d'édition, de pas leur donner trop de visibilité, c'est une évidence. Je le dis à chaque fois que j'ai ce genre de réflexion sur cette chaîne. L'antifascisme est d'office quelque chose qui est très important pour moi, pour une chaîne qui fait du tarot féministe et queer. Et donc, forcément, j'arrive avec mes pincettes quand je parle de ce genre de maison d'édition. Donc, on en reparlera peut-être plus tard dans la vidéo, mais donc là, on avait ici ce tarot, cet oracle, je ne sais pas si je vais continuer à l'utiliser. Et lui, je l'ai utilisé avec le Wild Unknown. Et j'ai laissé les cartes là-bas. Le Wild Unknown et le Compendium of Witches, je sais plus, c'est à l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc lui aussi, il est paru chez... Non, c'est Los Scarabeo, j'ai rien dit. J'ai pas checké le catalogue de tout le monde et en plus, souvent, c'est assez opaque pour savoir. Mais je vais pas chercher du coup les combinaisons, j'ai pas le courage. C'est dans l'autre pièce et je suis vraiment mal installée ici parce que Rose met son tabouret super haut. Donc j'ai vraiment hâte de finir de me faire mal. Ok, qu'est-ce que j'avais d'autre? En fait, là, tout de suite, ça balance. Je peux juste vous dire que ça a bien marché, ce type de tirage. Et voilà. Donc, cycle lunaire. À voir si je vais continuer, parce qu'en général, c'est pas quelque chose que j'intègre sur l'ensemble de la roue de l'année, mais par période. Pour récapituler, on a bien compris que mon gros coup de cœur du mois, c'était le Liberation Tarot. Que pour les tirages généralistes, j'ai aussi utilisé le tarot ultraviolette. Et le Witch's Wisdom, quand même. Et que pour le territoire, le lieu, les esprits du lieu, les déités locales, le Rosebud, le Théa, aussi pour les ancêtres. Et les trois déjà mentionnés qui font très bien aussi fonctionner avec ça. Donc Ultraviolette, Liberation et Tarot la sagesse des sorcières. J'en profite pour dire, le mois prochain, c'est mon anniversaire. Et donc j'ai une wishlist sur Amazon parce que les autres ailleurs que le mass market, c'est beaucoup trop cher. Donc si à un moment vous avez envie de m'offrir des tarots ou des oracles, surtout pour les gens qui me connaissent en vrai, ne faites pas n'importe quoi, je suis très difficile, demandez-moi à avoir ma wishlist, c'est avec plaisir que je vous la fournis et que j'accepte vos cadeaux. Et je dois vous parler des bouquins, ça c'est L'Art du Tarot de Vanessa DL. C'est un lien total avec ce que je disais tout à l'heure sur les maisons d'édition qui publient des suprémacistes blancs et des nazis. Quand j'ai googlé, donc il y aura les liens en dessous de ce que disait Sarah Lawless sur Ben Falk, elle mentionnait un auteur nazi, donc j'ai oublié le nom, merci pour moi, qui est publié chez Erol. Donc en fait, maintenant, je suis un peu partagée à vous parler de cet exemplaire de presse. C'est pas eux qui ont décidé de me l'envoyer, c'est Vanessa qui l'a fait envoyer à certaines personnes. C'est un tarot pour débutants, mais aussi pour... pas un tarot, un bouquin sur le tarot. Pour les débutants, mais aussi pour les personnes
beaucoup plus aguerris et qui peuvent toujours y trouver quelque chose. Un ouvrage général sur le tarot, l'art du tarot, lire les cartes pour prendre soin de soi, que j'ai adoré, que j'aurais envie de recommander, mais que maintenant que je sais que la maison d'édition publie aussi des nazis, j'ai moins envie de le faire. Ah, il y a aussi tout un sujet là-dessus, mais c'est pas la même maison d'édition, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, qui publie Doreen Virtue. Et la maison d'édition anglophone a arrêté de toucher des droits quand elle a fait son revirement extrémiste chrétienne, là, mais vraiment chelou, genre affreuse, qu'elle a renié tout son travail, pour qui déjà m'intéressait clairement pas à la base. Et la maison d'édition, c'est Hay House anglophone, a renoncé aux droits, mais j'ai vu nulle part que la maison d'édition francophone communiquait là-dessus. Je me dis, il y a quand même vraiment des choses à enquêter là-dessus. La plupart des gens me disent, en tout cas, je ne suis pas au courant de tout ça. Voilà, bon, chacun son truc. Personnellement, je prêterais beaucoup d'attention au catalogue si j'étais publiée chez ce genre de choses. Mais telle éditrice, telle personne est venue me chercher, j'ai un super contact avec elle. Et c'est une maison d'édition qui m'a donné ma chance, qui m'a fait confiance, qui m'a laissé exprimer ce que je voulais et tout. Et du coup, je tiens à dire que c'est absolument pas un jugement par rapport aux personnes qui sont éditées chez les maisons d'édition que je mentionne. Juste, moi, je fais mon rôle de veille antifa. Elle publie des nazis, cette maison d'édition. Ok, voilà, vous faites ce que vous voulez maintenant. Mais c'est un vrai problème. Je sais pas, on me dit souvent que je suis grande gueule pour des trucs comme ça, mais sur les trucs antifascistes, il n'y a aucun moyen que je ferme ma gueule, en fait. Juste, il n'y a pas moyen. Il y a des trucs où je veux bien arrondir les angles. Mais sur l'antifa, no fucking way. Mais ok, donnez-moi une réputation de grande gueule. Mais no passaran, en fait. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, à part ça, fin de la parenthèse. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. Et en même temps, il y a des trucs sur lesquels j'étais pas d'accord. C'est normal. On a tous nos approches différentes et c'est super intéressant aussi. Ça, c'est ça qui nous nourrit. Et au même moment, il y avait le hashtag, parce que je l'ai lu en 2 gros blocs. C'est quand même une sacrée pièce. Vous voyez directement, j'ai pris des notes, hein. Sérieux. Hein. Et je me suis dit, je devrais faire une espèce de réponse en vidéo, comme on avait à ce moment-là le hashtag anglophone OccultTea, où on donnait nos vérités en fait, sur les communautés, communautés plutôt YouTube ou online, autour de, pour le coup, là, c'est plutôt les trucs de sorcières, la sorcellerie. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant, parce que je sais pas, franchement, j'ai aucune envie de critiquer le travail de cette personne, mais dire, ok, moi j'utilise tel terme, et pourquoi ? Pourquoi ça m'emmerde les gens qui font une distinction entre psychologique et prédictif, ou tout ce genre de choses, ou qu'est-ce que je vois dans ce genre d'argument. Enfin, il y avait comme ça plein de choses sur lesquelles j'avais envie de réagir, et je me suis dit, c'est juste cet esprit des vidéos response qu'on a en anglais, les réponses en vidéo, c'est toujours très bienveillant, c'est dire, ok, cette personne pense ça, et moi je vais répondre à la même question, et je vais dire autre chose, et ça participe de la multiplicité des voix. En tout cas, ce que j'ai bien aimé dans cette approche des cartes, c'est se dire, on va s'approprier le tarot au fur et à mesure de notre pratique, on va construire aussi, sur base de plein de choses, des interprétations qui fonctionnent pour nous, et pour nos valeurs, et pour notre optique féministe. On partage probablement pas la même définition du féminisme, mais c'est un bouquin féministe, et ça c'était bien. Et donc voilà, j'ai eu envie de faire ça, puis après je suis moi-même dépassée par la grandeur de ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas si je le ferai un jour, mais c'est un très bon bouquin, même s'il y a plein de points. Je ne partage pas l'analyse de l'autrice, et c'est pas grave. Ça reste un bouquin que, avant de savoir que c'était publié chez des pro-auteurs nazis, j'aurais cru que c'était un bouquin à mettre entre les mains de toutes les débutantes. Et maintenant, je ne sais plus quoi en dire. Sinon, j'ai aussi commencé l'audiobook de Finding the Fool. J'ai oublié qui était l'auteurice. Je mets tous les liens en dessous. Ça a l'air cool, à faire à suivre. Et j'ai pas lu tellement de nouvelles choses. Et j'étais inspirée par des expositions dans des musées locaux, sur des thématiques locales. De travailler à travers le collage sur la thématique des jardins enclos et aussi des objets dévotionnels dans l'art populaire, l'art du peuple. Voilà. Et donc ça, c'est un sujet, c'est vraiment encore en cours là comme projet, parce que je vais changer certaines des choses. Mais voilà, ça c'est un chouette petit projet du moment. Je vais essayer de travailler un petit peu plus encore là-dessus. Et ça, je vous en parlerai d'office à un moment. C'était juste ce que j'ai fait hier. J'ai rangé mon trépied, mais je profite
une place qui reste un peu sur mon téléphone pour parler tout de même de la question des musées. J'avais plutôt eu envie d'évacuer de la vidéo parce que c'était déjà un peu long. Alors déjà, je vais commencer, avant de parler des musées, expos et tout qui m'ont intéressée, par un petit point d'attention par rapport au Pass Musée, au Muséum Pass en Belgique. Donc si ça vous ça vous intéresse pas, passez la prochaine minute. En fait, c'est vraiment dommage parce qu'on communique assez peu là-dessus. C'est écrit en tout petit à un endroit sur la page du site. Et il faut un peu réclamer les informations, mais il n'y a pas que la formule à 55 euros. Qui en fait, on rentabilise assez vite hein, quand on fait pas mal de musées, en particulier des expos qui vont vite coûter genre 20 euros ou quoi à Beaux-Arts. Mais bon, il faut pouvoir avancer les 55 euros et c'est pas pour tout le monde. Alors, ok, en Wallonie, il faut être article 27 pour avoir droit au musée à un prix réduit. Mais vraiment réduit, c'est 12 euros. Donc on peut faire quand même. Il y a beaucoup de musées. La grande majorité des musées de Belgique sont disponibles avec ce pass. Mais en Flandre et à Bruxelles, ce tarif est élargi. Donc c'est pas juste pour les personnes qui sont au CPAS et qui ont demandé leur article 27. Mais bon, comme toujours, il faut un peu chercher pour avoir les informations. Donc toutes les personnes qui sont bénéficiaires de l'intervention majorée et qui sont domiciliés à Bruxelles, par exemple, peuvent aller, donc pas à Bruxelles, dans le cas que je vais vous expliquer ici, peuvent aller au Muntpunt, parce que c'est un truc qui dépend de la VGC, la communauté communautaire flamande, la communauté, bref. Et par exemple, donc au Muntpunt, à la place de la Monnaie, le centre culturel flamand qui est là, il y en a quelques autres où c'est possible d'aller. Il suffit juste d'être domicilié à Bruxelles et d'avoir une attestation BIM que normalement vous pouvez avoir assez facilement auprès de votre mutuelle. Et vous pouvez avoir un passe-partout, ça s'appelle C-P-A-S-P-A-R-T-O-E-T, parce que Bruxelles, et le truc un peu franco-flamand comme ça. Et une fois qu'on a ça, il suffit d'aller dans n'importe quel musée. J'ai mal mis ma perruque. Et on a le droit à, du coup, avec le passe-partout au Muséum Pass à 12 euros. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je sais que beaucoup d'entre nous, les gens que je connais qui sont à Bruxelles et qui me regardent, ont des revenus équivalents à quelqu'un qui est au CPS, mais ne sont pas forcément des bénéficiaires du revenu d'intégration, mais des personnes qui sont donc bénéficiaires de l'intervention majorée, qui déjà permet d'avoir un revenu un peu plus élevé, mais comme vous êtes beaucoup des artistes, vous êtes au chômage, etc., c'est à checker parce que c'est vraiment une belle occasion et en réalité, c'est pas très très compliqué à faire, il faut juste connaître l'info. Moi, j'aime bien vous parler des musées que je fais aussi parce que je trouve que c'est vraiment intéressant par rapport au tarot en fait et que c'est assez nourrissant. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment fait des musées qui nourrissaient ma perspective du tarot? Je ne sais même pas si j'ai fait un musée dans le dernier mois, mais je vous parle de ce que j'ai fait ces derniers temps, ces derniers mois. J'ai vu l'expo au musée du costume et de la dentelle à Bruxelles, petit musée de la ville de Bruxelles, mais dont les expos sont souvent, pas tout le temps intéressantes, parce que je trouve que la thématique, la perspective de genre est pas toujours bien gérée, ça dépend vraiment de qui sont les curatrices, mais c'est sur un styliste belge qui a fait carrière dans dans les grandes maisons de haute couture parisiennes, dont le nom de famille est Craé, et j'ai oublié son petit prénom. Et c'était vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, plus difficile de faire des liens avec le tarot pour le coup sur ce genre d'expo. Mais c'était quand même sympa, beaucoup mieux que la précédente comme expo. Donc un truc à faire. On a l'intention aussi d'essayer de faire les expos en sort à Bruxelles en ce moment. Vous avez peut-être dit j'étais allée faire la dernière exposition à la Bibliothèque Royale, à la KBR, avant que ce soit l'expo en sort. Mais bon, maintenant, du coup, elle est fermée, les expos classiques de la KBR. Parce que là, c'est vraiment un endroit. Hein. Ouais, la Bibliothèque Royale, j'adore parce qu'on retrouve vraiment beaucoup de toute l'iconographie, notamment médiévale, qui a super fort nourri l'iconographie du tarot. Et donc, c'est toujours super enrichissant. Il y a toujours plein de points de réflexion à aller chercher là-bas. Et sinon, on continue dans les musées de la ville, comme le musée du costume et de la dentelle du coup, avec Tournai, Wallonie-Picard, donc aussi accessible pour les gens qui sont dans le nord de la France. J'ai fait le musée des Beaux-Arts, c'est à chier. Je me souvenais déjà que c'était à chier, mais c'est encore plus à chier que c'était auparavant, parce que j'arrive pas à comprendre comment en 2024 on peut avoir une politique muséale qui ne met en avant que des artistes mecs blancs et qui s'en revendiquent. Genre, c'est une expo avant la rénovation sur leurs mécènes et les groupes d'artistes qu'ils ont mis en avant, genre tournant du siècle dernier. Et du coup, il n'y a pas d'interrogation sur le fait qu'on va montrer que des œuvres d'hommes blancs. Genre, ça ne s'interroge pas. Même si c'est des gens qui ont travaillé pas mal sur
hein, des gens qui pour le coup venaient souvent de classes aisées mais qui ont travaillé sur la question de la classe à travers l'art. Ça me fatigue. Désolée pour le bruit derrière. Donc ça, c'était une grosse déception. Vraiment dans son jus aussi et avec aucune mise en contexte. Donc encore une fois, non, dommage pour la politique muséale. Mais le musée d'histoire naturelle, qui est un des plus vieux, qui est le plus vieux de Belgique de tournée, est quand même sympa. Mais il faut soi-même rapporter ses lunettes de critique du colonialisme, etc. etc. Donc ça, c'est toujours un peu dommage parce qu'il faut soi-même ramener son bagage, sinon c'est des musées qui passent à côté de quelque chose. Et on avait fait ça cet automne, mais le musée du folklore et des imaginaires qui a rouvert à tourner, lui, il est vraiment, vraiment excellent. Vraiment, on a adoré. Et même si encore une fois ça manque d'explications, il n'y a pas de panneau, c'est pas très interactif, je ne comprends pas comment on ne travaille pas davantage et la scénographie et l'accès à des informations en plus et tout. Donc si vous ne connaissez pas beaucoup, c'est vite un bric-à-brac, un peu en mode cabinet de curiosité, mais c'est dommage de ne pas avoir plus d'informations. Et même moi, genre si j'étudiais l'époque contemporaine, c'est pas pour ça que c'est facile pour moi de m'y retrouver dans ce genre de musée, quoi. Donc je me dis que si quelqu'un qui n'a pas mon bagage, ça doit être encore plus compliqué. Donc voilà, là, gros coup de cœur quand même. Vraiment intéressant, et Rose, elle a hâte d'y retourner, donc on y retournera certainement bientôt. Sinon, on a plutôt fait des choses autour de l'histoire locale, des initiatives locales et tout. Et là, je ne vais pas intégrer ça dans cette vidéo ici. Ça va plutôt être un propos qui va être intégré dans d'autres types de vidéos. Il y a ma copine Shawin. Ma copine Shawin, elle est venue dire au revoir. Je l'entends parce qu'elle a son petit coryza qui est dans le couloir. Ouais, tu vois, c'est ça que tu dois faire. Tu dois faire au revoir les gros bidous. Maintenant, je vais harceler ma maman parce qu'elle doit me nettoyer les yeux. J'ai envie d'avoir à manger, mais je n'aurai pas. Tu dis ça? Attends, on va bien se coiffer pour avoir l'air digne. Je ne te retiens pas une seconde de plus. Bisous les gros bidous, je ne vous retiens pas une seconde de plus non plus.